Saviez-vous que la Belgique aurait pu devenir une république? Saviez-vous que la Belgique aurait pu devenir une partie de la France? Je vais vous raconter une sacrée histoire dont l'action principale se situe dans les environs de Tourcoing. Épisode soigneusement enterré, même des historiens. Allons donc à la recherche de la bataille perdue du Risquons-Tout, la bataille de 1848. À Lille, Roubaix et Tourcoing, tout le monde connaît le Risquons-Tout. C'est le point de passage entre la France et la Belgique, une douane assez célèbre. Ce nom provient d'un estaminet bien antérieur à cette aventure. Nous sommes en 1848, en France. C'est la Révolution. Le roi Louis-Philippe abdique. La Seconde République est proclamée. Alors, dans toute l'Europe, la France apporte un puissant espoir de liberté. C'est le printemps des nations. La proclamation de la République soulève également beaucoup d'agitation dans tout le pays. Il y a des barricades, des mouvements d'ouvriers et des mouvements de troupes. Même à Lille, Roubaix, Tourcoing. Toute l'affaire commence à Paris. Un groupe d'ouvriers belges, qui a appris à se battre sur les barricades, se dirige vers le 94 rue de Ménilmontant, au siège de l'Association des démocrates belges. Un réactionnaire parlera de ces Belges comme étant des agités et d'être l'écume des barricades, ce qui n'est pas un compliment de sa part. Cette association est présidée par un négociant en vin, un nommé Frédéric Blervac, et un ancien officier nommé Jules Fausse. Bien inspiré par la Révolution de 1789, il donne naissance à la Légion belge. Il semble que cette association bénéficie du soutien de certains hommes politiques français, comme le ministre de l'Intérieur Ledru-Rollin et le préfet de police Cossidière. Les Belges royalistes parlent même d'un projet d'annexion de la Belgique par la France. Cela ne s'improvise pas une invasion. Il faut des sous, de sérieux soutiens, un plan, des officiers, des armes et des munitions et de la logistique. Le but est de renverser le roi Léopold Ier, roi des Belges, et d'instaurer la République. Mort aux tyrans, vive la République! Dès le 27 février, en France, on peut lire dans le journal La République ceci. On fait appel à tous les patriotes belges résidant à Paris ainsi qu'aux volontaires de tous les pays qui voudraient se joindre à nous à effet de former une légion destinée à être l'avant-garde des armées républicaines. Voici donc un appel à former une brigade internationale 86 ans avant la guerre d'Espagne. Peut-on y déceler une volonté du gouvernement français? Quant à cette déclaration, elle est assez inquiétante pour la Belgique. Le gouvernement français ne dit rien et semble faire mine de l'ignorer. C'est plus prudent. Afin de permettre aux Belges sans emploi de rentrer chez eux, le ministre Ledru-Rollin leur offre le retour gratuit par le train. Bah voyons. Très vite, les républicains sont divisés en deux groupes bien distincts. Il y a les patriotes belges, prêts à former l'avant-garde de la Légion, et les montagnards, soutenus par des agitateurs de Bruxelles. Le nom montagnard semble venir de la première Révolution française, avec la plaine, la Gironde et la montagne. Les montagnards, un groupe de vrais, purs et durs. Cette brigade de républicains est commandée par Frédéric Blervac, Charles Gros et Jules Fausse. 3 élèves de Polytechnique les accompagnent, afin d'en être les officiers supérieurs. Ce qui est un indice intéressant, laissant à supposer une action de soutien du gouvernement français. 3 jeunes polytechniciens présents sur ordre d'une autorité supérieure, je suppose. Le 25 mars, plus de 1200 hommes quittent Paris. Le groupe arrive par Douai et s'installe à Seclin, en train. Le commissaire du département du Nord, Charles Delécluze, ainsi que le général Négrier les ravitaillent. On se demande bien pourquoi. Des armes et des munitions sont distribuées à Seclin. Bien plus tard, quand on posera la question sur l'origine des armes, les républicains parleront de voitures pleines d'armes trouvées par hasard. Hasard qui fait toujours bien les choses, n'est-ce pas? 1200 fusils quand même, avec des munitions et des sabres. Il ne manque que des canons. Mais c'est impossible. Il faudrait ce qu'on appelle un train d'artillerie, c'est-à-dire de puissants chevaux, des artilleurs, de la poudre
et les boulets. Dans un train à vapeur à cette époque, c'est impossible. On est plutôt dans le style commando avant la lettre. Les montagnards se distinguent par de longues cravates et une ceinture rouge. Les officiers se seraient nommés eux-mêmes. Ils portent leur grade inscrit sur une bande de papier sur leur chapeau. C'est un peu de briquet de broc. Mais voici donc notre République en marche. Premier acte. Ainsi donc, un groupe de 200 républicains partiront en premier de Seclin, en train, vers la frontière près de Valenciennes. On se doute bien que des espions ont dû surveiller le ramdam de Seclin. Le campement de Seclin ne faisait aucun mystère de ses intentions et essayait toujours de recruter des volontaires. Engagez-vous, vous verrez la Belgique. L'espoir étant de pouvoir préparer la population belge afin de la rallier pour la révolte. Obtenir une levée en masse de toute la Belgique dans une marche glorieuse et victorieuse. Donc, le 25 mars, un groupe de 200 hommes part à toute vapeur vers Valenciennes. Ils ont prévu de s'arrêter avant la frontière et de s'introduire ainsi en Belgique par petits groupes. Objectif : se rallier la population et en route vers Bruxelles. Voici la version racontée par les Belges royalistes. Le chemin se fait en train, mais le chauffeur du train est un Belge royaliste et loyaliste. Au lieu de stopper avant la frontière, la locomotive ne s'arrête pas et fonce pour s'arrêter à la gare de Quievrin, en Belgique, où gendarmes et soldats belges les arrêtent et les désarment. C'est très fort comme piège. Bien joué les Belges. Léopold, le roi des Belges, gagne la première partie. Deuxième acte. En dépit de cet échec, le reste de la troupe des républicains cantonnés à Seclin décide de ne pas abandonner et d'être plus prudent. Aussi, le 29 mars, plus de 1000 républicains prêts à tout risquer, quand même, décident d'utiliser les services d'un guide, un spécialiste de la contrebande, un certain Laus Delmotte de Vervic. La contrebande est florissante à l'époque dans la région. La troupe passera entre Menin et Moucron par des chemins de traverse, les chemins de la contrebande. La troupe de républicains se dirige donc tôt, le matin, vers Tourcoing. Nouveau coup de théâtre. Le guide est un traître à la solde de la Belgique royaliste et le Judas les amène au hameau le Risquons-Tout, bien connu pour sa douane par une route pavée complètement à découvert. Le nom Risquons-Tout n'ayant rien à voir avec cette histoire. Les 3 polytechniciens abandonnent aussitôt la petite armée. Il est belge, il est royaliste, il est général, il se nomme Joseph Fleury du Ray. Et il est très bien informé de l'arrivée des envahisseurs républicains. Il fait venir au hameau le Risquons-Tout de Courtrai 600 fantassins, 100 cavaliers et 2 canons. De Menin, 400 soldats, 200 hommes du 5e régiment de ligne et 25 cavaliers du 2e régiment de chasseurs à cheval. Cela fait beaucoup. Il n'y a plus d'effet de surprise. C'est un véritable piège pour la petite armée républicaine. De méchantes langues de France diront qu'ils n'ont que des épées en fer blanc, de théâtre, et pas de provisions ni de voitures. Tout n'est pas faux. Ils ont leur courage, des fusils et des sabres, contre toute une armée belge qui les attend. L'armée belge est dissimulée derrière les haies et les murs des maisons. Ils font feu aussitôt. Surpris, les républicains reculent, se reforment, mais à la charge. Hardi les gars, en avant. Alors le capitaine de l'armée royale, Clegg Kowski, décide de mettre en action les 2 canons. Le premier canon explose aussitôt. N'oublions pas que nous sommes en Belgique. Le républicain fausse, charge et plante le drapeau de la République sur les restes du canon. Il reste maintenant une seule pièce. Les républicains les plus intrépides l'attaquent afin de s'en emparer et pour éviter la seconde décharge, ils se jettent au sol, ce qui n'est pas bête du tout. Hélas, cette tactique n'est pas comprise par le grand nombre de combattants républicains de l'arrière-garde. Elle est même interprétée complètement de travers, comme un désastre. Un coup de canon royaliste et les premiers rangs des républicains sont tous par terre.
tel sauve qui peut. Saisi par la panique, il fuit le champ de bataille et retourne à Tourcoing en racontant que l'artillerie belge a massacré une grande partie de leurs troupes. Dans un champ de blé, on a vu tomber autant d'hommes que d'épis de blé, disent-ils. Aussi, trahis, abandonnés, les courageux résistants républicains se replient lentement tout en continuant à faire le coup de feu. Ainsi, jusqu'au milieu de la journée, Tourcoing recueille les premiers fuyards, affamés, épuisés, qui échangent leurs fusils contre un morceau de pain. À l'instant de la débandade, les renforts royalistes belges arrivent. Les fuyards républicains sont poursuivis par les fantassins et aussi par les cavaliers du 2e régiment de chasseurs à cheval. Juste quelques mots sur le maniement des fusils à l'époque. Il faut avec les dents déchirer la cartouche, la vider dans le canon du fusil, avec le papier de la cartouche, bourrer avec une baguette, mettre la balle dans le canon et bourrer encore avec la baguette, sous le feu ennemi. Alors vous pensez, devant une charge de cavalerie, vous n'avez pas le temps. Ainsi, en 20 minutes, 80 personnes sont rattrapées et capturées. La proximité de la frontière et leur capacité à la course à pied sauvera les autres. L'hôtel de ville de Tourcoing se transforme en arsenal, récupérant au passage 900 fusils. On raconte que dès le début de la fusillade, les prêtres de Tourcoing accourent sur les lieux. Au péril de leur vie, ils supplient les adversaires de chaque côté de cesser le feu. Ils rassemblent les cadavres et donnent des soins aux blessés. Au milieu de la journée, une charrette portant les morts retourne vers Tourcoing. Les républicains ont 9 morts et 213 blessés. L'armée belge royaliste a perdu un soldat, un sergent, Giersk. On trouve son nom au Risquons-Tout, c'est le nom d'une place. Alors la ville de Tourcoing ressemble à un champ de bataille recevant une armée en déroute. L'hôpital, c'est-à-dire l'Hôtel-Dieu, reçoit 29 blessés, dont 3 vont mourir. 3e acte. Suite à tout cela, et afin de protéger la frontière d'une éventuelle invasion belge, on ne rit pas. Et sûrement, et surtout, pour se dédouaner, sans jeu de mots, le général Négrier, gouverneur militaire de l'île et le commissaire général du département du Nord de l'Écluse, arrive avec un régiment de cuirassiers et des troupes de ligne. La garde nationale de Tourcoing prend les armes en toute hâte. Ainsi se termine cette attaque courageuse pour libérer la Belgique de son despote. Bataille qui n'a pas eu le mérite de figurer dans les livres d'histoire. On parle de l'échauffourée du Risquons-Tout. Dernier acte. Et les prisonniers, direz-vous? Ils sont jugés à Anvers. Et le verdict tombe comme un couperet. C'est la mort. 16 sont condamnés à mort. La presse française fulmine et écrit « Ces assassins vont guillotiner des patriotes !» Du fond de leur prison, les 16 restent droits dans leurs bottes. Pas question de quémander une grâce au tyran, Léopold, le roi des Belges. Plutôt mourir, la liberté ou la mort. La détermination de ces hommes laisse pantois. Mais, le roi des Belges leur accordera quand même sa grâce, car c'est un humaniste. Ou bien qu'il ne veut pas chatouiller la nouvelle République de son puissant voisin. Peut-être les deux. Sûrement les deux. Blervac, le chef, est arrêté en France. Et vite on le relâche. Étrange, non? Et comment réagit le gouvernement français? Il nie toute participation, il n'est pas au courant. Le commissaire du département du Nord de l'Écluse, pourtant bien mouillé dans l'affaire car il a aidé à fournir des vivres et des armes aux patriotes, est déplacé mais sans aucune sanction. L'opinion publique française réagira fortement contre la Belgique. On lira donc en France dans le journal La République « Pays stupide qui attaque nos concitoyens et les Belges qui n'ont pas assez de cœur pour délivrer leur pays du joug qui pèse sur eux. » Le ministre responsable de la politique étrangère, M. de Lamartine, à qui l'on doit les méditations du lac, déclare que le gouvernement n'a rien à voir avec tout cela et que le gouvernement n'est absolument pas au courant de toute cette affaire. Vous voyez, rien n'a changé depuis.
Sauf que nos ministres actuels n'ont pas le talent littéraire d'un monsieur de Lamartine, surtout quand ils essayent d'écrire des livres. Disons-le tout net, cette affaire a traumatisé nos voisins belges. Mais il faut avouer qu'ils ont su gérer l'affaire avec une grande maestria. La bataille du Risquons-Tout ira donc avec les poussières sous le tapis de l'histoire. On minimisera l'affaire des deux côtés. Ce n'était qu'une échauffourée. Chacun ainsi y trouve son compte des deux côtés de la frontière. L'armée belge en sortira grandie. Elle a su protéger sa frontière. Il restera de cette histoire en Belgique un certain ressentiment contre la France. Plus tard, Napoléon les terrorisera encore plus. En effet, il est capable de déclarer la guerre au pape. Au pape. Alors la Belgique. La Wallonie se dotera de clubs républicains et de nombreux journaux se montreront ouverts aux nouvelles idées. Mais est-ce que cette entreprise était une folie ? Bonne question. En 1860, Garibaldi débarque en Sicile avec 1162 hommes et il bat l'armée du royaume des deux Siciles, participant ainsi à la réalisation de l'unité italienne. Ce sera ma réponse. À cette époque, la Belgique, surtout flamande, possède le même niveau de vie que l'Irlande. C'est la misère noire. Bientôt, une forte émigration se produira vers notre région de l'île Roubaix-Tourcoing. Et si l'opération du Risquons-Tout avait réussi, que serait devenue la Belgique ?